Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce cours. Il s'agit donc plus ou moins d'un échange, notamment avec Jean-Paul Forest, qui nous fait le plaisir de venir nous présenter son travail, mais au-delà de son travail, ses réflexions. Donc il s'agit plutôt d'un échange entre vous, étudiants de L1 géographie et de L1 histoire, avec Jean-Paul Forest, photographe, sculpteur, artiste plasticien. Alors à travers notre cours, Représenter le monde, les images de la Terre, les étudiants de L1 géographie et histoire mobilisent les concepts, entre autres, du paysage. Cette rencontre avec l'artiste est l'occasion finalement de comprendre quelle est son approche, quel est son regard dans la construction mentale d'un paysage jusqu'à la production d'une œuvre. On a vu au sein de notre cours que le paysage pouvait désigner à la fois les objets visibles, c'est-à-dire les éléments constitutifs de cet objet, dont certains sont même invisibles, et la perception qui peut être faite de cet objet jusqu'aux envies finalement que nous formalisons à son sujet. Ce qui signifie que le paysage peut être idéalisé, peut être également rêvé. C'est donc cette dimension finalement de subjectivité qui va nous intéresser parce qu'elle peut justement nous embarrasser, étudiants comme scientifiques. On sait en plus que le paysage apparaît toujours en termes de dualité, c'est-à-dire il a en même temps un regard et en plus il est une matérialité. Et c'est cette notion de forme qui va ici finalement réconcilier le voir et le vu, car la forme correspond finalement aux éléments matériels qui sont le support du paysage, et on sait aussi que cette forme n'existe qu'en tant que composante du paysage. Et puis il y a la matérialité qui n'a de sens que parce qu'elle est perçue. Donc l'étude de cette subjectivité permet par exemple de comprendre si c'est un paysage qui fait l'art ou l'art qui fait le paysage. Et puis nous savons qu'il n'y a pas d'objectivité totale, que l'appréciation diffère selon les observateurs, que chaque individu, en fonction de son vécu, en fonction de sa culture, de ses croyances, de ses schémas culturels, sans oublier l'influence des rêves, interprète et comprend le paysage différemment. Et puis également, nous avons vu que l'appartenance, l'appropriation, le fait de s'inspirer pour créer, confère finalement au paysage une valeur patrimoniale qui est appréciée différemment par le regard esthétique du touriste, différemment par le regard pratique du, par exemple, polynésien qui vit et qui a une relation avec ces éléments du paysage, qui est même faite de connivence et qui va même jusqu'à se tatouer des éléments du paysage sur le corps. Donc en fonction des individus, les perceptions ne sont jamais les mêmes et le paysage a une valeur qui est différente en fonction de la personne qui l'utilise, qui le vit, qui le façonne. Voilà, le paysage, on va retenir ça, mais les propos de Jean-Paul Forest vont bien l'illustrer. On peut dire que le paysage finalement n'existe pas en lui-même, ce n'est qu'une interprétation que l'on s'en fait. Voilà, je laisse la parole à Jean-Paul Forest. Bon, bonjour, bonsoir. Donc, moi, je suis plasticien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'utilise la matière. Finalement, c'est une définition assez large qui a évolué par rapport à la sculpture, où on était censé représenter des formes. Plasticien, finalement, c'est utiliser la matière avec toutes les techniques possibles. Donc, l'image en fait partie. Donc, j'ai la profonde conviction que dans la matière, il y a un langage potentiel que l'on peut découvrir, entre guillemets, c'est un peu un lieu commun, puisque c'est ce qu'on cherche à découvrir avec la science, en général, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, et en passant par la médecine, etc. Il y a dans la matière un langage que nous essayons de décrypter. Donc ça, c'est la profession de foi, on va dire, du plasticien. Je vous ai d'abord mis, avant de démarrer, une petite définition d'un psychiatre qui vous donne une définition de la culture qui est, à mon avis, assez simple et très efficace. Une culture est une organisation transportable, c'est-à-dire que nous avons en nous de l'univers permettant à chaque membre d'une société donnée de percevoir le monde sur le mode de l'évidence comme naturel et allant de soi. Avant de représenter le paysage, il faut d'abord se le représenter. Or, on ne peut pas se le représenter, évidemment,
de manière identique, d'abord selon les époques, et non plus selon les lieux. C'est-à-dire que quand on voit un arbre dans une société donnée, ça ne représente pas du tout la même chose que dans une autre société, par exemple. Et de même, dans une société donnée, chaque individu aura une représentation différente du même objet, déjà, donc du même lieu, donc de la même image, etc. Il y a donc une énorme variabilité, et je pense que nous vivons tous dans des mondes différents, quelquefois assez proches les uns des autres, mais quelquefois sans s'en rendre compte, alors qu'on croise des gens tous les jours, ils voient le monde éventuellement d'une manière absolument très différente de nous. Donc on le voit de manière sur le mode de l'évidence comme allant de soi, ça veut dire que nous avons une énorme quantité de pensées, de jugements obvies, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin d'être vérifiés. C'est un peu de l'ordre du sacré aussi, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est des choses auxquelles on pense sans réfléchir, des automatismes. Voilà. Donc, évidemment, on se représente le monde. Ça veut dire que l'on a appris à se le représenter sous une certaine culture, avec des automatismes. Et donc, en réalité, je crois qu'on rate beaucoup de choses. Alors, on va essayer de faire que ça marche. Voilà. Donc, moi, je ne vois pas déjà la Polynésie forcément comme vous. C'est-à-dire que je viens il y a 40 ans, c'est-à-dire à l'âge que vous avez vous maintenant, je viens d'un endroit qui est en bas à droite de l'écran et j'allais faire un voyage qui devait m'emmener tout à fait en haut et à gauche dans un lieu complètement on va dire, dans un espace, dans le plus grand espace vide pratiquement de la planète. Donc ça représentait autre chose. Ça représentait autre chose que pour vous faire le même voyage en sens inverse à l'heure actuelle. Donc je ne pouvais pas avoir une vision de la Polynésie qui soit la même que celle que vous avez aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, une phrase de Henri Matisse. Un simple voyage de Paris à Londres en avion nous donne une révélation du monde que notre imagination ne pouvait nous faire pressentir. C'est-à-dire que, évidemment, ça c'est une phrase publiée à peu près en 1947, c'est-à-dire qu'il a fait ça au début de l'aviation commerciale, et donc ça l'a énormément marqué. Notre nouvelle situation nous rend confus par le souvenir de soucis et d'ennuis par lesquels nous nous sommes laissés troubler sur cette terre que nous apercevons en dessous de nous, pendant qu'il existait un milieu enchanteur dans lequel nous sommes. Quand vous faites un voyage en avion, ce que vous retenez, c'est oh là là, j'avais pas de place pour mes genoux, on a mal mangé, mon voisin se sentait mauvais, j'ai mal aux fesses, je sais pas. Mais c'est pas, il n'y a pas cet émerveillement que finalement exactement la même chose, dans des conditions encore plus inconfortables pourtant, avait provoqué pour un tout petit voyage, Paris-Londres, chez Matisse. Il faudrait maintenant, ça c'est un propos que l'on attendrait d'un astronaute au moins, qui est allé à la station spatiale internationale. C'est-à-dire que pour avoir une vision émerveillée du monde dans lequel on vit, vous voyez qu'il suffit un peu plus d'un demi-siècle pour que quelque chose qui était absolument merveilleux soit devenu d'une telle banalité qu'on ne va en remarquer plus que les inconvénients et non pas le merveilleux. Les situations étaient merveilleuses. Donc, je ne sais pas si on peut voir ça, c'est un peu faible. Donc finalement, pour moi, aller sur une île, c'était un peu comme maintenant, on pourrait dire, aller déjà sur une autre planète. C'est vrai que la Polynésie, à une époque où les voyages en avion étaient extrêmement chers, pour ne pas dire relativement rares, en tout cas c'était mon premier voyage, me paraissait comme aller sur une nouvelle planète, en tout cas sur une planète à l'intérieur de la planète. Et d'ailleurs, avec les images satellites, on s'aperçoit qu'une île est finalement, elle aussi, une planète sur la planète.
C'est bien ça. Et quand on regarde la planète vue de l'espace, finalement, on s'aperçoit que c'est une île. C'est un espèce de volume clos, qui est parfaitement cerné, sur lequel nous sommes fixés, un espèce de bocal. Et donc, on se rend petit à petit compte que notre planète que l'on croyait infinie, en tout cas, encore il n'y a pas si longtemps, parce qu'au début du XXe siècle, il y avait une grande quantité d'espaces inconnus. Ces espaces sont tous connus et on s'aperçoit qu'on est bien enfermé dans une espèce de bocal jeté au milieu de l'immensité, exactement comme l'île est un espace clos jeté au milieu de l'océan. Donc, ma première vision de Tahiti, c'était plutôt comme ça, c'est-à-dire que j'arrive sur un espace clos qui est lui-même une petite planète dans une constellation qu'on pourrait définir comme étant notre grande planète. Sur cet espace relativement limité, j'ai là encore été, on va dire, attiré par une partie spécifique de cet espace, c'est-à-dire l'intérieur de l'île. Vous voyez que c'est un petit peu comme un jeu de poupée russe, c'est-à-dire que dans les deux directions, on pourrait considérer que la planète est une île à l'intérieur du système solaire, qui est lui-même un enclos à l'intérieur de la galaxie, qui est elle-même un enclos à l'intérieur, etc., à l'intérieur de l'univers, qui lui-même n'est pas connu. On ne connaît pas l'univers, on s'en fait des modèles par la science, mais on sait très bien que ces modèles ne sont que très approximatifs, très limités. Donc moi, en partant à l'inverse vers on va dire le plus local, de la planète, je suis venu vers l'île. De l'île, j'étais là même attiré par quelque chose à l'intérieur de l'île, qui était la vallée. Et là, je vous ai remis la phrase de Tony Nathan, parce que je voulais que vous lisiez jusqu'au bout sa pensée. C'est un point de départ intéressant. Il dit, en somme, qu'il existe toujours un mot dans une culture pour nommer les objets, les expériences perçues. Il existe toujours une pensée capable de rendre compte des désordres et des douleurs. Et ça, je trouve que c'est complètement faux. C'est la raison d'être même de la sculpture, par exemple. C'est la raison d'être de l'image. Il n'y a pas de pensée qui puisse, ou de mots, qui puissent rendre compte de tout dans une vie. Il y a des tas de choses qui nous troublent, des tas de choses incohérentes. Il y a des sentiments, il y a des impressions, il y a du vécu, il y a une chimie intérieure à nous que l'on ne peut pas rendre et par des mots. Donc on est obligé, je crois, toujours de buter sur des limites avec les mots, alors qu'on peut essayer de trouver un autre langage. Justement, s'il existe d'autres langages, c'est justement parce que les mots sont insuffisants. Donc moi j'ai été, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, moi j'ai été absorbé par l'intérieur de l'île. C'est quelque chose dont je ne peux pas vraiment vous parler. C'est une expérience à vivre. C'est quelque chose qu'il faut. Là, je vous donne des images parce que je ne peux pas faire mieux, mais l'image vous donne déjà quand même une idée de ce que j'ai pu non pas vivre, parce que là, avec l'image, on ne fait qu'effleurer le sujet. Vous n'avez pas la température, l'hygrométrie, les petites bestioles, la rivière, etc. On est dans une représentation très fade, mais cette représentation, elle est quand même, en quelque sorte, absolument nécessaire, et on voit qu'elle elle vient d'une fascination qui a été la même au cours des siècles. Les premiers navigateurs avaient eux-mêmes été impressionnés par le même paysage. Là, il s'agit de la Vaitepika à Tautila. Et on va. Je veux dire que
alors que c'est des gens qui avaient une autre culture, qui venaient d'un autre siècle, qui avaient abordé la Polynésie d'une autre manière, ils étaient eux-mêmes aussi tombés en quoi, je ne sais pas, admiration, émerveillement de cette vallée et de ce paysage qui a été ensuite documenté de multiples manières. Ici, c'est exactement la même chose, hein, mais cette fois-ci, ce sont des photographies colorisées du début du XXe. Vous voyez qu'on a toujours les mêmes ingrédients, les mêmes éléments, et on peut décliner le paysage pratiquement comme ça à la suite. Toujours est-il que l'intérieur de l'île exerce une fascination, en tout cas exerçait à l'époque où je suis arrivé, une fascination qui était parfaitement documentée par des générations de gens qui s'étaient succédés et qui avaient essayé de parcourir, de photographier l'intérieur de l'île. Donc moi, j'ai été attiré essentiellement par la vallée de Papeete. La vallée de Papeete, à l'époque, n'était absolument pas... était vide complètement depuis près d'un siècle. Le dernier habitant était décédé au début du 20e. Et donc il n'y avait plus de sentier, il n'y avait pas de route en tout cas, il n'y avait plus de sentier. Il y avait eu quelques fouilles archéologiques quand même, parce qu'il y avait eu un projet de barrage abandonné. Mais c'était un espace complètement vierge et qui paraissait complètement, d'une immensité presque imparcourable. Donc là, j'ai attiré votre attention sur une chose, c'est que, en réalité, avant de parcourir la vallée de Papeete, j'avais forcément une connaissance, mais limitée, un imaginaire, en tout cas, de ce qu'elle pouvait être. Et ça m'était apporté par ce qu'on avait pu me raconter à l'époque, qui est toujours connu, mais que l'on voit sans doute d'une manière différente. La vallée de Papeete, c'était le dernier refuge des Polynésiens avant que tout le monde soit regroupé sur la côte. C'est donc là où s'étaient réfugiés les Mamayas, c'est-à-dire un groupe qui essayait de faire un syncrétisme entre une technologie européenne. On acceptait le fer, le verre, les vêtements, mais par contre, c'était sur des espaces domestiques bien séparés, des espaces religieux où on entendait continuer à pratiquer la vie polynésienne telle qu'elle était avant l'arrivée des Européens. Donc les Mamayas ont tenu dans la vallée de Papeete environ jusqu'à la deuxième moitié du 19e, où ils ont continué de faire des cérémonies, enfin, de conserver un mode de vie, de culture, d'agriculture aussi, et d'élevage, comme ils l'avaient vécu avant l'arrivée des Européens, et en particulier des missionnaires qui vont finalement regrouper toute la population sur les côtes et vider complètement l'intérieur de l'île. Donc la vallée de Papeete, quand je commence de la visiter au milieu vers les années 1980, on y trouve justement les restes de cette civilisation polynésienne. Elle est considérée sur la côte comme étant le souvenir de la civilisation ancienne disparue, parce qu'on en trouve des vestiges. Il y a eu des signes de croyances différentes, comme les pétroglyphes, il n'y a pas que les Marais. Et puis il y a surtout les sépultures secondaires qui fourmillent à l'intérieur de la vallée de Papeete. Et donc il y a la présence des esprits des ancêtres dans cette vallée, avec, on raconte, l'histoire de pirogues, fantômes, qui descendent la rivière la nuit. Ce sont plus que des croyances, ce sont des certitudes. Les gens les ont vues. L'histoire de la femme des arts, c'est pareil. Les
je vous en reparlerai plus tard, mais la femme lézard, c'est un lézard anthropophage la journée et une femme séduisante la nuit. Les gens l'ont vu, encore dans les années 80. Donc on avait une autre perception très différente à l'époque de ce qui pouvait se passer donc dans la vallée de Papillon. Le problème, c'est finalement, vous allez la voir comment, par exemple. Il y a une route qui la traverse, vous prenez la route le matin, vous êtes arrivé de l'autre côté le soir, vous avez vu la vallée de Papillon. Voilà. Moi, d'abord, c'était pas possible, et en même temps, j'avais envie de la découvrir parce que je la considérais comme un espace infini. Et donc, dans cet espace infini, si on n'a pas de guide, si on n'a pas de carte, si on n'a pas de GPS, comme il y en a maintenant, ou de relations téléphoniques, etc., bien qu'elle soit toute petite, on peut effectivement considérer que c'est un espace infini, parce que, de toute façon, je vais mettre un temps, toute ma vie ne suffira pas à en parcourir tous les détails, et à en connaître tous les rochers, tous les arbres, parce qu'elle change. Et donc comme c'est bien connu, l'infini est dans un grain de sable, ça dépend de la manière dont on s'intéresse aux choses pour trouver l'immensité. En l'occurrence, la vallée de Papillon, pour moi, représentait l'immensité. Dans cette immensité, il y avait évidemment la rivière qui traversait, et dans la rivière, il y avait des champs de galets qui, si on les observe, finalement descendent la rivière vers la mer exactement comme l'eau, mais avec un déroulé dans le temps beaucoup plus lent. On voit des vagues de rochers, on voit des rochers apparaître, d'autres disparaître. On voit que chacun d'entre eux peut être individualisé, chacun a une forme très différente. Et finalement, on retombe là aussi, toujours l'histoire des Pérus, on va retomber sur des univers. Chaque galet pouvant être considéré comme un monde en soi, ou un corps, si vous voulez, ou une entité, en tout cas. Est-ce que c'est vivant ou pas? En tout cas, ça change de forme, ça se déplace, ça se reproduit, on dirait. Et tous les galets sont différents les uns des autres, bien que naissant exactement au milieu, dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire c'est un volcan unique qui les a produits, ils sont sortis du centre de la Terre, ils ont été crachés à l'extérieur, et ensuite les forces naturelles leur donnent une forme particulière. Donc je me suis intéressé là à une forme d'immensité qui était à bataille. C'est-à-dire que, évidemment, la planète, voir la planète, manipuler la planète, ça demande des moyens, soit scientifiques, soit technologiques, extrêmement importants, des connaissances peut-être. L'île, voilà, c'est déjà plus petit, et finalement, de plus en plus petit, on trouve à notre taille l'immensité qui va être symbolique finalement de tout ce paysage, de tous ces paysages qui s'emboîtent les uns dans les autres, mais qui se ressemblent finalement. Hein. Un galet ou une planète, finalement, un galet est une planète de taille réduite. Voilà en gros ce que moi je pense a posteriori. En réalité, c'est vrai qu'on peut faire les choses instinctivement, puis au bout d'un certain temps, on se rend compte que cet instinct reposait sur des choses inconscientes, plus ou moins inconscientes, qui nous ont attirés. Tous les enfants prélèvent des cailloux, on va dire, sur le bord d'une plage ou dans une rivière. À peu près, je crois, dans toutes les civilisations et certainement à toute époque. On oublie de le faire un peu plus tard, pour les étudiants, mais en réalité, on est tous fascinés par cette multitude d'objets à notre portée qui se ressemblent mais qui sont différents. Et je pense qu'effectivement, on est tous fascinés instinctivement par
par une parenté avec l'humanité. En quelque sorte, on se voit un peu, on en voit de retrouver. Alors, pour trouver un dialogue avec ces objets que j'ai sélectionnés, il a fallu que j'invente une forme de langage. Et j'ai commencé par les autopsier, tout simplement. C'est-à-dire à la fois les ouvrir et puis les fermer quand même. Donc je pense que ça a été une des premières actions que j'ai pu avoir, un des premiers contacts que j'ai pu créer justement avec les galets. La curiosité, c'est quoi? Comment est-ce que je peux commencer sur ce mini-paysage, sur ce mini-corps, sur cette entité qu'est le galet, quelle liaison puis-je créer? Voilà. Alors chez les Japonais, par exemple, simplement sélectionner une pierre et l'installer d'une manière particulière peut être suffisant. On crée un objet d'art simplement en sélectionnant un objet et en le présentant d'une manière particulière. Moi, je vais aller un peu plus loin. Donc, je vais essayer de savoir peut-être ce qu'il y avait à l'intérieur. Puis, ensuite, il m'est venu à l'envie de me mettre à les réparer. C'est-à-dire que dans une rivière, il y a énormément de pierres cassées. Donc, ça m'a paru intéressant d'essayer d'imaginer comment avait pu être cette pierre avant, en lui adjoignant une prothèse en bois pour recréer une forme que j'imaginais avoir été celle de ce morceau que j'ai trouvé avant. Et donc là, on voit l'intérêt du document. C'est-à-dire que vous avez en bas à droite la pierre réparée, mais évidemment en gardant des images de chaque étape. Vous avez en haut à gauche la pierre telle que je l'ai trouvée, ensuite telle que je l'ai préparée avant avec un morceau de tronc d'arbre pour la réparer, puis juste avant sa vie. Donc là, on a un historique dans le temps de l'évolution d'un objet, d'une évolution rêvée, et en même temps, cette documentation on va dire en épaisseur, permet éventuellement de voir qu'il y a des voies parallèles, peut-être que je n'ai pas vues. À un certain moment, on peut se dire, ah, pourquoi il a fait ça? Ah ben moi, j'aurais pas fait ça. Ou se dire à soi-même, ou le voir rétrospectivement. Mais c'est justement une des manières, le fait d'accumuler les documents et les images, de pouvoir un petit peu prendre de la distance par rapport aux pensées obvies, aux pensées automatiques que nous pouvons avoir. Au lieu de se jeter du fait de notre histoire personnelle, de notre culture, au lieu de se jeter dans une série d'événements sans vraiment réfléchir parce qu'on les trouve naturels, lorsqu'on les documente, on peut rétrospectivement se dire, là, j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça. Ça aurait été bien d'essayer ça. Ah, mais ça c'est pas mal. Et il faut pouvoir sortir. Ce qui me paraît très important dans une démarche, pas seulement dans une démarche artistique, c'est sans doute la clé de la démarche artistique, mais c'est ce qu'il faudrait que chaque individu puisse faire, c'est remettre en question les choses automatiques que nous faisons. Parce que, en réalité, il y a tellement de choses qui ne relève pas, on va dire, de notre choix, mais simplement d'un espèce de laisser-aller, qu'on se retrouve dans des situations, quelquefois, que l'on n'a absolument pas voulu. Donc, voilà encore un exemple de pierre cassée et réparée. Donc, on a eu une série comme ça. Et voilà en gros à quoi ça correspond. C'est-à-dire que quelque part, il y a une volonté, je pense que cette série dépendait justement de cette empathie, c'est-à-dire
de la volonté de se pencher vers des objets qui eux-mêmes avaient été victimes de violence, puisque cette violence apparaît avec la fracture de la pierre que j'ai sélectionnée dans la rivière. Cette violence peut être aussi visualisée à la fois justement par l'action. Donc il faut arriver à s'habituer à la violence qui génère toute chose, et en même temps essayer d'en faire une expérience. C'est ce que j'ai voulu faire toujours en partant à partir d'un galet. Alors je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, oui quand même, on perce un trou, et on fait un premier éclatement. Et ensuite, il s'agit d'une simple mise en abîme, d'une fractale, comme vous voulez, c'est-à-dire qu'on reproduit toujours une seule action de manière répétée. Un point faible, plus fracture. Un point faible, plus fracture. Simplement, j'ai passé un câble à l'intérieur des différents fragments. Et ce câble a donc constitué la mémoire de l'état originel de la pierre. L'image permet de faire un aller-retour plus. Et vous voyez qu'avec un objet réel, on peut aussi créer une dynamique sans la vidéo. Alors la vidéo est très pratique, ça m'évite d'avoir à vous amener des objets assez lourds. Donc là, il s'agit d'une expérience à partir toujours du même objet, où on a les deux forces qui créent toute chose, c'est-à-dire attraction, dispersion. L'univers existe parce que tout est fait en permanence d'un mouvement qui est lié à la fragmentation des choses, suivi d'une recomposition dans un ordre différent. Voilà, depuis que ce que l'on sait de l'univers, en tout cas, ça se passe comme ça, et c'est toujours en train de se passer comme ça. C'est ce qui crée le temps, d'après Einstein. Donc l'équilibre instable des forces de dispersion et d'attraction vous promène entre une forme de chaos et une forme d'harmonie. Il y a de l'harmonie partout, mais il y a aussi du chaos. Et c'est la règle même de l'éphémère. Voilà. Il faut accepter cette règle, puisque c'est elle qui nous crée, mais c'est aussi elle qui nous emporte. Donc là, répétez ce que je vous ai montré avant, c'est-à-dire répéter la violence, la voir se dérouler, essayer de la sentir en quelque sorte physiquement, c'est quand même, donc ça a été pour moi, si vous voulez, une manière d'essayer de l'apprivoiser. J'ai essayé aussi d'apprivoiser cette idée de toute chose est faite à la fois de force de fragmentation, de répulsion et de force d'adhésion. C'est-à-dire que la manière la plus simple de le représenter, c'est ça. Dans un galet, une coupure qui prépare une fragmentation et une ligature qui symbolise une forme d'adhésion. Mais évidemment, quand on en a fait on a d'autres idées, on pourrait s'y prendre différemment, on pourrait utiliser d'autres ligatures, et puis de 2 on passe à 10, et puis un peu plus. Et on trouve toujours de nouvelles techniques ou de nouveaux supports qui se ressemblent, certes pour vous peut-être, mais pour moi c'était très différent. Et finalement, on arrive à en manipuler des quantités énormes qui, elles-mêmes, vont donner de nouvelles idées. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit par exemple que dans ce qui était cette masse informe a priori de la matière, par exemple sur les plages dans l'île d'une rivière, eh bien il y a des pierres qui semblent issues
d'une même montagne, je pourrais dire, d'une même origine, avec certaines qui sont roses, d'autres qui sont noires, avec des motifs à l'intérieur, et tous les mêmes motifs, d'autres qui sont mouchetées, des blanches. Et même, on peut trouver des pierres qui ont en réalité une forme et une taille que l'on retrouve beaucoup plus que d'autres, comme s'il s'agissait d'un univers biologique. C'est comme si la nature, dans le minéral, arrivait à produire des éléments identiques de manière préférentielle. Et là, je les ai réunis pour montrer qu'on pouvait, dans cette taille et dans cette forme particulière, on pouvait encore faire une organisation qui partait du noir le plus pur pour arriver au blanc le plus pur, absolument en continu. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très humain. C'est-à-dire que même lorsqu'on n'a pas l'attention, finalement, c'est très humain, ou alors peut-être que c'est très occidental. Toujours est-il qu'on a tendance à essayer de trouver des repères, à créer des ordres, à créer des familles, et dans ce qui nous paraît comme infini, il nous faut absolument, comme nous l'a donné la culture, mais là, en l'occurrence, la culture est insuffisante, il faut qu'on arrive à se trouver des centres et des directions. Voilà, donc inventer des ordres avec des directions, c'est une chose. La vallée de Papineau, elle, de son côté, comportait par exemple encore des plantes, vous voyez, qui avaient été cultivées par les derniers Mamayas, près d'un siècle plus tôt. Mais la vallée de Papineau, de son côté, elle évoluait toute seule. C'est-à-dire qu'il y avait par exemple l'invasion du Niconia, que tout le monde connaît maintenant. À l'époque, jusqu'au début des années 80, il n'y avait pas de Niconia dans la vallée de Papineau. Il est arrivé vers 85 à peu près, avec les grands travaux hydroélectriques au centre de la vallée. Et puis, il y a eu les lianes aussi, par exemple, qui ont commencé à couvrir la végétation. Actuellement, c'est le tulipier du Gabon qui est en train de changer complètement le paysage. Donc, vous voyez que on peut dire sans l'intervention humaine, parce que ce n'est pas les êtres humains qui amènent forcément les graines là où elles se développent. Le tulipier du Gabon, par exemple, d'ici une dizaine, une quinzaine d'années, aura complètement changé le paysage parce qu'il a atteint son point de développement et qu'il va se développer maintenant aussi vite que s'est développé le Niconia il y a une cinquantaine d'années. Donc, voilà, nous, on a toujours l'impression de trouver avec l'image quelque chose de fixe. En réalité, c'est l'image que nous fabriquons qui est un point fixe, qui est un moment du temps et de l'espace qui a existé, mais qui est en train déjà de se transformer. Et l'intérêt de l'image, c'est ça finalement. En créant des images, nous créons des flashs dans le temps. Et ces flashs successifs vont nous faire prendre conscience que le changement est permanent et que justement, ce que nous imaginons être constant, c'est notre petite existence. Alors la vallée de Papineau donc, a changé au cours des années entre 80 et 90 du fait de changements de végétation et continue son changement, c'est un phénomène continu. Il a aussi changé du fait de l'industrialisation. C'est-à-dire que c'est l'époque, vous voyez que c'est exactement le même point de vue, c'est l'époque où on est passé d'une vallée sauvage, entre guillemets, c'est-à-dire parcourue presque exclusivement par quelques chasseurs ou pêcheurs de chevrettes, et les gens évitaient au contraire d'aller dans la vallée de Papineau. C'était un endroit qui était
le lieu de survivance, on va dire la mémoire. C'était le lieu de mémoire des temps anciens, qui étaient les temps d'une force, on va dire, obscure, hein, de l'animisme. Mais au cours des années 80, et en particulier au début des années 90, le vallée de Papedo va s'industrialiser assez vite. C'est-à-dire que l'habitation qui était cantonnée au départ tout à fait en bord de route, de la route côtière, les prélèvements de roches, etc., vont très vite se disperser dans tout le fond de la vallée pour construire des usines hydroélectriques, avec des modifications donc, qui vont être extrêmement importantes dans le paysage que vous pouvez découvrir aujourd'hui. Pour les gens qui parcourent la vallée, qui parcouraient la vallée régulièrement, il n'y a plus grand chose à voir avec ce qu'il était il y a ne serait-ce que 50 ans. Donc il y a une invasion à partir autour des années 90. Il y a une invasion de la vallée de Papedo par, on va dire, par l'industrialisation. Et à ce moment-là, j'ai décidé qu'il fallait que je m'investisse plus justement dans ce lieu qui était en train de changer extrêmement vite sous mes yeux. Et c'était quelque chose auquel je ne pouvais absolument rien faire. C'est une volonté, on va dire, collective, qu'on fabrique quelque chose d'industriel avec la vallée de Papedo. Donc, en même temps, j'ai décidé de ne pas aller chercher ailleurs ce qui était en train de changer sous mes yeux, mais d'essayer au contraire de faire avec pour accompagner à ma manière ce mouvement. Donc, ma manière d'accompagner, ça a été de transposer ce que je faisais sur des objets prélevés dans la vallée, les galets, de le transposer dans la rivière elle-même et de recoudre in situ, sur place, de recoudre au départ des rochers, par exemple, qui avaient été dynamités. Voilà, c'était un geste un petit peu, on va dire, ridicule, dans le sens où il n'avait strictement aucune importance, et il était symbolique aussi, mais ça me permettait de passer beaucoup de temps justement dans cette vallée qui était en voie de disparition, et en même temps de marquer, on va dire, des approbations, mais d'une manière tout à fait narquoise, et aussi donc de voir le temps lui-même recoloniser, par exemple, mes propres interventions. Donc, alors évidemment, tout ça ne se passe pas de manière séparée. Hein. Il n'y a pas, à un moment, j'utilise les galets, puis après, je passe à des interventions in situ. C'est quelque chose qui, ce sont des processus dont un démarre en premier. Je travaille sur des pièces prélevées dans la vallée, mais on s'adjoindre en cours de route les processus in situ. Donc, je montre sur des images. On suppose qu'au tableau, si on la voit quand même, il y a l'intervention elle-même. Évidemment, si on la ramène à l'échelle de la photographie, donc c'est le rôle du document, là. Le document met en évidence, évidemment, ma propre intervention de manière à la rendre lisible. Mais si vous allez dans la vallée de Papedo, c'est évident que vous ne les verrez pas. D'abord parce que, par exemple, celle-ci, qui peut vous sembler énorme, a en réalité disparu depuis pratiquement quelques semaines après que je l'ai fini, parce qu'il suffit d'une crue, par exemple, pour que le paysage change complètement. Donc le document correspond bien à un moment, mais pas à quelque chose qui puisse être retrouvé. Donc, comme je vous disais, les documents vont me permettre à moi-même de voir évoluer une réalisation et de voir l'évolution soit spontanée, soit provoquée par exemple par des travaux de la rivière,
de son lit, et ça nous ramène, je veux dire, à une certaine humilité, c'est pas vraiment, à une certaine réalité en tout cas. Tout ce que l'on peut faire, de toute façon, est fait pour disparaître. Voilà. Donc, même si ce qui est important là, donc c'est le geste, c'est le fait d'avoir passé plusieurs jours dans la vallée, dans un paysage que je trouve sidérant, en quelque sorte, même si je suis mangé par les moustiques, et d'avoir accompli un geste qui me faisait plaisir, mais finalement, il n'en reste rien. Si ce n'est quelques images. Les images, vous voyez, donc, ont cette importance. Cette phrase de Malraux, pour moi, extrêmement significative. C'est toujours l'histoire des poupées russes, je le vois. Nous n'avons pas d'image de nous-mêmes au-delà d'un certain cercle, en quelque sorte. On voit les choses grâce à notre culture d'une manière relativement réconfortante. Mais en pratique, dès que l'on essaye de s'extirper de ce regard on va dire réconfortant des choses connues de notre territoire, c'est le propos, par exemple, des images de la planète ou des espaces, ou ce que l'on essaie de faire maintenant, c'est-à-dire carrément l'image de l'univers connu, etc. C'est que le mystère, de toute façon, lui, augmente. Enfin, en tout cas, il reste le même. Et c'est la même chose si vous commencez à regarder vers l'infiniment petit, ça ne s'arrête jamais. On est toujours pris dans une profusion de matière comme le Malraux, dans une immensité. Et donc, c'est ce que l'on fait là, nous, maintenant, à notre échelle, qui va avoir de l'importance, mais l'image va nous servir à améliorer en quelque sorte notre point de vue, à prendre du recul. Donc, la vallée de la Vélo, elle continue d'évoluer. Et évidemment, au fil du temps, le fait de tracer des voies de communication à l'intérieur de la vallée, par exemple, de mettre une habitation, une carrière, etc., transforme ce lieu dont, au départ, on a une image, je veux dire, pratiquement de l'ordre du sacré. Il s'agit d'un espace mythologique qui contient le souvenir des ancêtres, en quelque sorte. Le fait de tracer une simple voie de communication va permettre la banalisation, moi je dirais la chosification, c'est-à-dire que ça passe, la vallée devient un simple objet qui va être jugé avec les valeurs de la société actuelle, c'est-à-dire quelle rentabilité, quelle valeur marchande, quelle utilité est-ce qu'on pourra y trouver en termes d'habitation, d'énergie, d'emploi, de matériaux, de matières premières, etc., de développement. Et donc vous voyez que cette évolution, par exemple, de la vallée est à peu près sans fin. Là, on arrive, j'ai mis cette image parce que je la trouve très emblématique. Il y a au moins, il n'y a pas une douzaine, mais il y a au moins une dizaine de panneaux indicateurs pour... ça, c'est l'humanisation avec... cet endroit est un endroit très particulier en réalité, parce qu'il est le siège d'une légende importante pour la vallée de la Pamino, pour les gens de la côte, enfin, pour ceux qui la connaissaient en tout cas. C'est un endroit qui est un endroit mythologique. Mais vous voyez que la fabrication d'un pont, l'installation de panneaux de signalisation, elles ne sont pas de ce côté. Et puis après d'un barrage, et puis après de baignade, etc. On va faire basculer complètement cet endroit d'un lieu mythique à un lieu exclusivement utilitaire.
Donc tout le problème est là. Je trouve donc à peu près à un certain moment, à la fin, il y a une vingtaine d'années, face à un phénomène complètement expansif, la domestication de la vallée de Papélo. Mais on ne peut rien en dire. En tout cas, moi, je ne peux rien en dire, contrairement à ce que prétend Tony Nathan au départ. Et il faut essayer d'en faire quelque chose, c'est-à-dire quelque chose de pratique, plutôt que de le transformer en problème intellectuel. Et donc, j'ai commencé à travailler dans des sites qui n'étaient pas menacés, à vrai dire, mais qui pour moi étaient emblématiques et pouvaient contribuer à essayer justement de saisir qu'est-ce que la trace de l'humain dans cette immensité. Donc, par exemple, ici, la trace est infime, elle est au centre. Et encore, l'image est assez rétrécie par rapport à l'ensemble du paysage que l'avait pris. Mais avec une simple couture, évidemment, que l'on voit, là, avec une simple couture qui matérialise une présence humaine et aussi à une certaine taille. Vous voyez que si j'avais fait un détail dessus, on aurait l'impression d'une prise de pouvoir à l'intérieur de la jungle. Or, en réalité, c'est quelque chose qui est totalement invisible si on n'est pas attiré. Si on ne le voit pas immédiatement, parce que la rivière, les mousses vont recouvrir ça très très vite et plus ou moins le faire disparaître. Donc là, dans des sites qui ne sont pas a priori donc, menacés de manière directe par les travaux du fond de la vallée, se pose la question, ce paysage dans lequel je vais intervenir n'a pas besoin de moi. Comme ça, c'est bien. Si j'interviens, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que finalement, c'était mieux sans? Comment ma perception a changé? Est-ce que ce paysage-là, je l'aurais remarqué? Si je me promène pendant des heures au bord d'une rivière ou dans une jungle, etc., est-ce que tout ça ne se banalise pas? Est-ce que tout ça ne devient pas, de toute façon, juste une marche hygiénique, une pêche à la chevrette, voilà. Est-ce que la trace humaine que vous avez pu remarquer dans les premières images, dans les images qui étaient faites dans les premières photographies, il y a toujours au moins un personnage, il y a toujours une trace humaine pour donner une échelle. Donc si la question se pose de savoir c'est est-ce que c'est mieux sans l'humain ou est-ce qu'on accepte l'humain? Est-ce que c'est inquiétant comme ça, surtout si j'imagine la jungle autour, ou est-ce que finalement c'est inquiétant lorsque l'on voit qu'on est intervenu sur le paysage? Même question. Chaque fois, il faut se poser la question avant même d'intervenir, évidemment. D'un point de vue de la réalisation, c'est pas parce que je sais que ça va disparaître rapidement que je suis à l'aise pour faire quelque chose qui, à mon sens, risquerait d'abîmer le paysage. C'est une expérience. Quel est l'impact de la trace que je peux laisser dans la lecture de ce que je fais? J'ai beaucoup fait ça grâce à des cercles. Le cercle qui est en train de disparaître là, au premier plan vous donne une vision complètement différente d'un paysage parce qu'il crée un centre, en quelque sorte. Là, c'est très discret, maintenant là on voit quand même. Voilà, ce cercle donne une lecture complètement différente. Ici, on a juste une surface de roche, évidemment. Quelque chose, c'est un point.
à la fois qui absorbe ce qui est autour, et à partir duquel le paysage rayonne. Voilà. Donc là, la question est ouverte. Hein. Et si on le fait, c'est justement pour avoir une idée pratique de cette importance ou pas d'avoir de créer là encore là aussi accumuler des images va permettre de voir la modification, voyez, du paysage. Une énorme vague de pierres se lève sans qu'il y ait eu d'intervention humaine, je dois préciser. Et finalement, elle va submerger l'endroit où j'étais intervenu. Et c'est relativement rapide puisque tout ça s'étale sur 2 ans. Donc, évidemment, vous voyez que je crois qu'il faut se préparer à ça d'une certaine manière aussi. La culture que vous avez maintenant, le monde dans lequel vous vivez maintenant, ne sera pas du tout le même et vous n'aurez pas du tout la même vision de cet environnement, la même vision culturelle dans quelques années. Donc, par exemple, à Papéco, je vous ai maintenant parlé de l'histoire de la femme des arts, les mythes qui étaient encore extrêmement présents dans les années 80, par exemple, où les gens avaient une conviction profonde d'une existence réelle de pirogues fantômes qui descendaient la nuit la rivière, du fait que la femme des arts existait vraiment, qu'on pouvait la rencontrer. D'ailleurs, qu'on pouvait être dévoré ou que l'on pouvait être séduit, ça dépend du moment à laquelle on la rencontrait. M'a aussi amené moi-même à y voir des personnages fabuleux. Alors, ici, 2 choses. La couture souligne l'apparence déjà animale du rocher, et en même temps, vous voyez que je ne suis pas le seul utilisateur de la vallée de Papéno et je ne suis pas le seul à y laisser des traces, puisque ici, à mon intervention, c'est ajouté un mousqueton, enfin, c'est pas vraiment un mousqueton, en tout cas une sangle pour les gens qui font du canyoning. Et donc, dans la vallée, il y a des espaces qui suggèrent déjà des présences. Et j'ai voulu, donc, à une période un peu plus récente, remettre en place ces croyances. Enfin, le personnage de la femme des arts, par exemple, qui est en train de disparaître, puisque c'est une légende que personne ne transmet plus, puisqu'elle est orale, y compris dans le village de Papéno. Donc, voilà, un autre aspect de mon travail dans cette vallée, j'ai eu envie, à un certain moment, de replacer dans la vallée une image de ce qui en avait été la symbolisation parfaite, à mon avis, la femme des arts, c'est-à-dire ce passage d'une entité extrêmement dangereuse, puisqu'on est dans un grand lézard, une crocodile, on va dire, anthropophage, à donc du dangereux au séduisant. La vallée de Papéno, c'est ça, c'est une séduction extrême qui peut devenir dangereuse. Et donc la femme lézard est une femme qui apparaît, qui est la transformation du lézard. Et donc le lézard transformé devient une femme qui est là pour séduire les hommes à la nuit tombée, à la nuit tombante, pardon, et qui redevient lézard anthropophage le matin, et qui donc peut manger ses amants. Donc il existe quelque part dans la vallée de Papéno, dorénavant, vraiment la femme lézard, et évidemment des tapis sous les mousses ou les rochers
ont été renversés ou qui peuvent être recouverts par les crues. Donc, pour moi, le mot de la fin, pratiquement, c'est ça. On ne peut pas acquérir quelque chose, acquérir une connaissance sans s'impliquer. Et quand on parle de s'impliquer, il s'agit de s'impliquer physiquement, parce que c'est notre corps qui nous constitue, c'est la matière du monde qui constitue finalement le message. Et il faut s'impliquer pour avoir une vision de soi-même et du monde qui nous entoure. La plus grosse expérience, enfin, l'expérience la plus réussie, justement d'un point de vue pratique, a été celle-ci, qui n'était pas la plus réussie d'un point de vue visuel, ça ne dit pas grand-chose. Il s'agissait juste de broder comme ça, dans un lieu extrêmement difficile d'accès, pour ne pas dire dangereux, enfin en tout cas très reculé. Il s'agissait de broder cette phrase laconique: il n'y a pas d'autre vie, nous ne nous reverrons pas. Ça veut dire, en quelque sorte, je dois vivre là, maintenant, et tout ce que je vis dans cet instant ne sera plus jamais vécu. Les gens que je rencontre ne m'attendent jamais. Et le fait d'être là, dans un lieu aussi isolé pour écrire ça, a été une expérience extrêmement marquante, on va dire psychologiquement ou philosophiquement, même si ça n'a pas de conséquences pratiques. Et même si je n'en tire aucune image publiable, même si ça a disparu parce qu'évidemment les crues ont effacé tout ça depuis, la chose vécue est totalement irremplaçable et ne peut pas être remplacée par une simple image. Donc voilà, Oscar Wilde, c'est pas récent, disait: nous sommes tous dans le caniveau, mais certains regardent les étoiles. Donc voilà, je continue d'aller à Pacheco en essayant de regarder le plus haut possible, donc vers les sommets et vers les étoiles. Voilà. Merci. Alors, je vous laisse pour terminer quelques références. Vous trouverez à la vie sur la vallée de Papineau en particulier. Vous trouverez donc, à la bibliothèque de l'université un article dans le livre publié, le catalogue publié par l'université d'ailleurs. Le dernier article s'appelle Évolution des marques de sacralité dans un paysage spectaculaire de la vallée de Papineau. Je pense que c'est intéressant pour comprendre justement comment a évolué cette vallée. Et puis là, d'autres documents que vous trouverez là aussi à l'université sur le travail, si ça vous intéresse. Alors, il y a des questions. Vous voulez poser bien sûr. C'est techniquement quel clip ici en fait pour faire une bordage autre que le percer. Il va peut-être pas répondre à toi. Hein. Il y a le secret d'artiste. Mais... Oui. On veut ça. Alors, les problèmes techniques, on peut toujours les résoudre. Une fois qu'on a envie de faire un truc, d'aller sur Mars, on va y arriver. Alors, arriver à coudre de la pierre, c'est moins difficile que d'aller sur Mars. Et donc, même avec des outils simples, j'y suis arrivé. Si tu te poses la question d'un truc que tu veux faire, tu y arrives. Bah, la finalité de ma question, c'est pas ça. En fait. C'était pas ça. C'était l'impact en fait, écologique de la fabrication de cette air en fait. Parce que d'une part, je pense qu'il y aura une pollution sonore quand tu vas percer avec un perfo au plein milieu d'une vallée comme ça où tu es en train de fracasser de la pierre. Après, comment tu colles le cordage? C'est un cordage synthétique qui est un cordage à base de plantes. Et donc, c'est l'impact écologique en fait de ton art. Parce que d'un côté, tu parles de l'impact écologique, de la transformation de la vallée pour une activité humaine. Mais d'un côté, toi, tu transformes aussi la vallée par ton activité humaine de réflexion. Quoi. Mais c'est ça, c'est à un certain moment, c'est quelque chose que je ne serais jamais autorisé s'il n'y avait pas eu un précédent justement énorme. À partir d'un certain moment, on pose des tuyaux de 3 mètres de diamètre, si tu veux, dans la vallée. Ok,
Donc, moi, en compensation, je recoue avec du câble de 3 mm des rochers qui ont été dynamités. De toute façon, à partir d'un exister, c'est transformé. Voilà. Là aussi, il y a un passage à faire. Je ne l'aurais jamais fait s'il n'y avait pas eu un précédent sans rapport, on va dire, au niveau de la longévité et de l'impact par rapport à ce que je fais. Pour cette partie-là. Et après, je crois qu'il y a une petite contradiction quand tu commençais à recoudre l'existant, en fait. Parce que t'impactes la nature par ta main, toi, en fait. Parce que la nature d'elle-même, elle a fracassé ses rochers, elle a fait vivre ses rochers, en fait, et se détruire. Et toi, sur ton truc, bah, tu les refais, tu les refabriques comme ils étaient avant, et tu essayes de refaire ce qui a déjà été fait, en fait. Pour expliquer, c'est naturellement que ça a été cassé. C'est pas, il y a une partie où c'est l'être humain, ça je comprends, mais l'autre partie où c'est la nature qui casse, et ben toi, tu arrives et tu refais comme c'était avant. Ça explique notre regard justement sur la nature. Je pense qu'on est tous impressionnés en quelque sorte par justement cette violence, par le temps qui passe, par le fait que la nature à la fois nous produit, mais aussi nous emporte. Et donc il y a cette espèce de nostalgie qui fait que dans l'œuvre elle-même, j'essaie de comprendre ou de travailler sur ce sentiment qui nous embête tous de devoir mourir un jour, ou pire, de vieillir. Et c'est l'usage aussi du document, photographié par exemple, puisqu'on est là dans la représentation, qui permet de voir qu'effectivement rien n'est stable, tout se dégrade, tout se transforme. Et qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde les choses qui disparaissent ou est-ce qu'on regarde les choses qui apparaissent? C'est justement ça aussi le passage d'une culture à une autre ou d'une génération à une autre, c'est-à-dire que mes propres références sur cette vallée que je vous ai expliquées ici ne sont pas du tout les références de vous qui allez voir la vallée maintenant, là, dans cet état-là, et où déjà elle est humanisée, etc. Le seul fait d'exister, de toute façon, nous autorise à effectivement laisser une trace. Par contre, cette trace, elle a forcément un ensemble de conséquences en cascade. Est-ce que je vais les assumer ou pas? Donc là, si telle était ta question, oui, j'assume parfaitement la pollution sonore, visuelle, etc., que je peux avoir impliquée dans la vallée de Papedo, parce que justement, je la juge, je vais dire, nécessaire. Puis cette contradiction que tu soulèves, tu as tout à fait raison, mais finalement, il s'en explique dans son travail en disant que c'est ce qui permet de questionner sur la forme d'art. Et puis après tout, on est tous animés de multitudes de contradictions en nous. Il y avait une question. Oui, vas-y Alexandre. Les cailloux que tu prends et que tu les remets dans la nature, les cailloux que tu perces. Alors ça dépend. Et que ça dépend. Ils peuvent servir. D'abord, il ne faut pas croire que toutes les pièces que l'on fait vont aboutir à un résultat qui me satisfait. Donc certaines vont complètement être défaites. Par exemple, il y a certaines coutures que j'ai moi-même en cours de route, mais c'est la catastrophe, hop, j'enlève tout, j'efface tout. Et puis certaines pierres que je trouve moins, je les remets dans la nature. Et puis il y en a d'autres qui vont être conservées pour faire des expositions dans des musées, voire être, ou dans des galeries, voire être vendues. Justement, j'aurais une autre remarque, c'est que par rapport aussi à ce que je viens de dire, c'est que faisant ça dans la nature, c'est pour les prochaines générations, ils vont croire que ça, c'était vraiment là avant. Et toi, ça ne fait pas partie de notre façon de voir la nature, le paysage. Ça... Pas encore. Non, mais ça, on ne va pas dire à nos enfants que ça, c'était déjà là avant. Avant que ça vient de nous. Avant quoi? Avant que c'était déjà là. Je veux dire que c'est ancien, ça fait partie de la nature. Non, ça ne fait pas partie de la nature. C'est pour ça que je prends, évidemment, ça fait partie de la culture. Des matériaux qui ne peuvent pas être confondus avec les matériaux de la nature. Oui, avec les câbles. Voilà, déjà. Mais le fait que ça n'appartienne pas, par exemple, le câble, il est daté.
Les câbles d'inox, ça existe à partir du XXe siècle. Ce qui n'empêche pas, par exemple, que les premiers, tout ça, si tu veux, je l'ai fait et je ne l'ai pas publié au départ. Les premiers qui les ont trouvés ont été des pêcheurs de chevrettes. Évidemment, c'était dans les rivières. Et quand ils en ont parlé, ils ont considéré que ces traces-là avaient été faites par leurs ancêtres. Donc, tu vois, d'emblée, il y a eu une réappropriation de mes traces par les Polynésiens qui parcouraient encore la vallée. Voilà. Donc après chaque nouvel événement crée sa nouvelle légende que tu ne maîtrises absolument pas. On ne peut absolument pas savoir ce que ça va dire. Et on ne peut absolument pas le maîtriser. Parce qu'il n'y a plus qu'à laisser faire. Donc la trace que je laisse, elle disparaît à tout jamais, parce que la rivière va l'user et le faire disparaître, l'enterrer, ou ça va être redécouvert, et après, comment est-ce que ça va être interprété? On verra bien que ça a été fait, j'allais dire, de main humaine, mais comment est-ce que ça sera interprété? On ne peut pas savoir. Comment est-ce que ça sera vécu? Je ne sais pas. Parce que normalement, dans l'art, on s'inspire par exemple de la nature. On prend ce qu'il y a de plus authentique dans la nature, et pas ce qui est transformé dans la nature. Mais l'art ou l'existence humaine, c'est participer à la nature. Donc c'est participer à la transformer. Tu vois? Tu participes à transformer la nature par ta seule présence. Oui, parce que si par exemple tu prends des pierres et que tu les couds et que tu les mets dans un musée ou dans une galerie pour les exposer, c'est pas comme si tu les laisses dans la nature et elles peuvent être confondues en fonction des interprétations, des cultures, que ça fait pas partie c'était pas là à la base. Parce que c'est dans l'élément même de la nature. C'est plus dans un musée, c'est plus dans quelque chose qui est humain, on va dire, dans un bâtiment. Donc ce qui te gêne, c'est que ça soit dans un lieu. Dans la nature. Mais est-ce que ça existe encore? Est-ce que dans 10 ans, tu verras encore la vallée de Papédon? Pour moi, elle n'existe plus. Oui. Ah oui. C'est au milieu d'usines, c'est au milieu d'habitations, tu vois, au fur et à mesure où ça grignote, c'est au milieu d'usines hydroélectriques, c'est au milieu. La route a emblayé certaines de mes interventions, parce que je savais que ça allait être fait à ce niveau-là. Enfin, je ne vous ai pas parlé de tout ce que j'ai pu faire, tu vois. J'ai prélevé des roches à l'endroit où il devait y avoir la route. La nature, elle est grignotée par nous en permanence. Et donc, qu'est-ce qui va en rester? Mais ça veut dire ce qui part avec la nature, ce qui s'est transformé. Et aussi la culture qui part. C'est ça qui m'inquiète, c'est comme dans le temps des rêves. C'est cette marque qui est faite finalement sur les ancêtres, sur ta culture. Non, mais c'est ce qu'il a dit en conclusion, c'est que si ce qui part dans la nature, si ce qui est transformé, après il y a des nouvelles interprétations, des nouvelles légendes qui vont être mises là. Ça veut dire que ce qui était avant va être balayé et qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est comme par exemple dans une île de l'Océanie, je pense que c'est encore les Salomon, où il y a le soldat, là, le mythe du soldat, où après ils reproduisent le soldat américain qui était athée. Ah oui, d'accord, c'est. Voilà, mais ça fait pas partie de leur culture, mais ils ont perdu beaucoup de leur culture, même ils ont la majorité, et c'est la seule chose qui leur reste, mais qui ne fait pas partie de leur culture normalement, qui a été intégrée avec une évolution. Mais tu crois que la culture est quelque chose de fixe? Voilà. Non, la culture n'est pas quelque chose de fixe, mais donc, elle évolue. Ouais, elle évolue. Le regard évolue. Ouais, mais après, c'est plus ce qui était avant. C'est plus ce qui a fait après la transition. C'est quelque chose de nouveau. C'est passionnant. C'est génial. Oui, vas-y. Est-ce que nous façonnons le temps ou est-ce que c'est le temps qui nous façonne? Tu réponds à cette question, enfin, c'est cette question métaphysique que tu soulèves là. Pardon Jules, il y a une question de Théo. Bonjour. Super. Moi j'ai une question, mais vas-y Jules, allez. Un peu à côté quoi. Mais quand vous travaillez, est-ce que vous écoutez de la musique ou vous préférez le calme? C'est une bonne remarque. Non. Quand je travaille, je n'ai pas de connexion internet, je n'ai pas de connexion téléphonique. Il faut être, si on veut savoir ce que l'on fait, pourquoi on le fait, là où on est, et être vraiment là où on est, on essaie d'éliminer tout ce qui est superflu dans ce que l'on fait. C'est-à-dire que même personne ne sait où tu es.
tu te casses ta figure, et ben, il faut te débrouiller, etc. C'est ça, se trouver, s'impliquer physiquement, si tu veux, à l'endroit où tu es. C'est pas prendre des selfies pour envoyer tu vois, au reste de la planète. C'est d'abord le faire parce que tu as toi besoin de le faire. Après, tu vois si ça. Non, non, mais même pas prendre des selfies. Oui, mais l'idée, c'était de ne pas être dispersé. Tu vois. Or, il y a un tas de trucs qui te dispersent. Faire des images, par exemple, c'est très différent de faire, quand je fais l'heure, je ne fais pas des images. Faire des images, c'est un autre moment. Question de Théo. Donc, on a parlé des différents points de vue culturels et la particularité des différents points de vue. Et donc, j'avais noté que tu as cité plusieurs intellectuels occidentaux. Et donc, je voulais savoir si tu avais aussi essayé de regarder ou de réfléchir sur les pensées polynésien. Alors, la seule, ça correspond aussi un peu à ce que tu demandais. Quand je réinscris la femme des arts, tu vois, dans le paysage de où elle est censée avoir vécu, c'est en réalité pour lui permettre, ça n'aura pas de grande influence, hein, malheureusement, mais on a quand même essayé, avec l'université, la bibliothèque par exemple, de faire revivre cette légende, parce que c'est une légende qui est oubliée. C'est une légende qui n'est plus transmise. Alors, on a des versions écrites, effectivement, d'une culture qui est orale, mais je ne suis pas sûr que les différentes versions, si tu veux, ne soient pas déjà extrêmement polluées par une conception occidentale de la pensée polynésienne. Par exemple, pour les choses que je connais bien, l'histoire de la légende de la femme des arts, on en a une première version qui est une version par Théophile Henry. Et moi, je ne crois pas. Je veux dire que la culture polynésienne vue par Théophile Henry, ce n'est pas de la culture polynésienne, c'est déjà une culture occidentale avec une certaine vision de la culture polynésienne. Donc, voilà, les références, est-ce qu'on en a vraiment? Je ne sais pas. On ne peut pas s'imaginer comment étaient les gens, comment ils pensaient, parce que tout ça nous a été transmis par une vision occidentale des choses. Voilà. Oui. Dans vos travaux, comme on en a parlé pour la femme des arts, c'est vous essayez de marquer l'existence vous essayez de garder une trace de mettre une trace en fait dans l'environnement, mais en ce qui concerne les pièces que vous sortez de leur environnement, est-ce que c'est purement métaphysique ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Parce que vous avez dit en tenant une radio belge, je crois, que en fait c'était une démarche où vous essayez de montrer le mouvement en fait, perpétuel qui se passe à une autre échelle, donc de la pierre, donc le mouvement je sais pas, des atomes ou quoi. Est-ce que c'est purement métaphysique ou il y a une démarche culturelle? Tout est complètement appliqué. Quand tu essayes d'expliquer quelque chose, là, j'en donne une chronologie qui semble précise. Tu vois, les choses se passent comme ça, comme ça. Tout est extrêmement mélangé. Si tu interviens, là j'interviens de manière orale, donc j'essaie d'expliquer les choses, mais en réalité, j'essaie pas. La manière de concevoir n'est pas d'expliquer, c'est de faire. Tu vois. Alors après, tu te demandes comment est-ce que je dois interpréter intellectuellement ce que j'ai eu besoin de faire. Le vrai langage, il est dans ce qui est fait. Il faut que tu regardes qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce que ça peut évoquer pour toi, qu'est-ce que ça t'est utile. Alors c'est vrai qu'au départ, si tu veux, il y a la nécessité, je veux dire, c'est la nécessité d'accomplir une action parce que tu sens que ça correspond à quelque chose en toi. Après cette action, peut-être elle va devenir intéressante. Je ne suis pas suffisamment sûr de moi, j'ai besoin peut-être de la montrer, de l'intérêt de l'image, de la partager. Et de là, il y a des réactions qui, où il n'y en a pas, hein, quelquefois. Mais c'est ça qui est intéressant. Donc effectivement, il y a une volonté quelque part de partage, sinon je ne serais pas là. C'est pas quelque chose, même si au départ c'est un événement qui est créé par une nécessité personnelle, ensuite, évidemment,
si ça arrive chez d'autres personnes, ou si c'est montré à d'autres personnes, c'est parce que quelque part, il y a une dynamique collective qui se crée autour de ça. Et c'est bien ce qui s'est passé avec ces interventions dans la vallée de Papedo. Ça a créé une polémique la première fois. On peut, voilà, est-ce que on détruit, c'est la question que je voulais poser exactement, mais à une autre échelle que celle de la réalisation réelle. Ça n'a posé aucune question que l'on fasse la route, les barrages, qu'on dynamite les ordres basaltiques, qu'on introduise de nouvelles plantes, tout ça, ces énormes transformations n'ont posé aucune question collectivement. Mais c'est l'image que j'en ai donnée à travers des tout petits trucs bien précis qui a posé question. On ne s'est jamais redemandé si après, finalement, il fallait continuer ou pas de transformer la nature. Moi, j'ai une dernière remarque, c'est que par rapport à ce que tu dis, c'était l'inactivité, on a mis le myconien et tout ça. Ça n'a pas été voulu par les Polynésiens, parce que le myconien, les oiseaux, comme les mers, je ne sais plus quel est les maldives, hein, pas les maldives, les mollusques, pas les mollusques, mais les mollusques, après les bulles, tous ces oiseaux-là, c'était emmené par des gens qui étaient quand même importants, qui avaient un statut en Polynésie, et puis dans de l'époque coloniale, hein, ils ont emmené ça parce que ça les paraissait joli. On a demandé la vie de personne ici. Donc c'était un peu fait comme ça sans le consentement des Tahitiens. Non mais c'est vrai, hein, c'est ce qui s'est passé. Après le dynamitage, après par rapport à la Papedo, je crois que c'était la cité à l'époque qui s'en chargeait, si je ne me trompe pas. Oui, c'était la cité, du temps de la cité. Ouais, pardon Alexandre, Oui. c'est peut-être, on va pas chercher qui est le coupable. Il n'a peut-être pas, c'était juste une évolution de la société. Hein. Je ne suis pas certain que toutes ces espèces invasives de la fonte de feu au Myconia soient la responsabilité des métropolitains ou des Pompas ou des Tragiques. Non, mais c'est vrai, monsieur, c'est écrit dans les livres. C'est écrit dans les livres à tel a emmené ça en Polynésie, c'est écrit. Ah oui, après, il y a eu des démarches. Pour lutter contre le rat, par exemple, on a introduit un rapace qui en fait s'en est pris ensuite au passereau. Oui, bien sûr. Allez, une dernière remarque, question. En fait, est-ce qu'on peut travailler sur le lieu ou est-ce qu'on a pu aussi retirer le terme de la pierre et travailler? Globalement, je préfère travailler sur le lieu. Mais quand il a vraiment beaucoup plu, que je suis bien bouffé par les moustiques, là, je suis bien content de revenir chez moi. Les deux sont nécessaires. C'est cette alternance, bien sûr, mais le travail, le fait de transporter une pierre qui devient elle-même un symbole de quelque chose, n'a de sens que parce qu'il existe le lieu de départ. Et tout en reconnaissant que j'aurais du mal à ne faire que ça. C'est l'alternance. Bien, merci beaucoup Jean-Paul pour ton intervention. Merci vous, étudiants.